C'était une de ces nuits fraîches et mordantes du début de l'automne dans le comté de Sevier, au Tennessee. Le genre de nuit où l'air est juste assez vif pour vous donner envie de baisser la vitre de la voiture et de monter un peu le son de la radio. Le centre-ville de Sévierville était calme, la circulation fluide, et les rues embaumaient un léger parfum de pluie et de pop-corn. Pour la plupart des gens, ce n'était qu'un samedi de plus en 2008. Mais pour Daniel Craddick, 23 ans, ce devait être la conclusion parfaite d'une longue semaine. Daniel avait toujours été le genre de personne que l'on remarque, non pas parce qu'elle cherchait à se démarquer, mais parce qu'elle dégageait une chaleur naturelle. Elle travaillait à l'accueil d'un cabinet dentaire local, se souvenait de l'anniversaire de tout le monde et trouvait encore le temps de rendre visite à sa grand-mère chaque dimanche après la messe. Ses amis la décrivaient comme l'organisatrice des soirées cinéma, celle qui insistait pour que tout le monde se retrouve, même fatigué ou fauché. Ce soir-là, elle avait choisi The Strangers, un film d'horreur qu'elle attendait de voir depuis des mois. C'est basé sur une histoire vraie, avait-elle dit à sa colocataire plus tôt dans l'après-midi, ajoutant d'un ton taquin. Tu regretteras de ne pas venir. Mais sa colocataire, Emily, ne pouvait pas, enchaînant deux services. Daniel y est donc allé avec deux collègues. Elles se sont retrouvées au Mountain View Theatre, un petit cinéma de quartier entouré de néons criards et de boutiques de souvenirs, le genre d'endroit avec les mêmes sols collants et distributeurs de soda depuis les années 90. À l'intérieur, tout semblait familier. Le bourdonnement du projecteur, la faible odeur de pop-corn au beurre, le bavardage des adolescents au dernier rang. Daniel était dans son élément. Elle a ri pendant les bandes annonces, sursauté au moment bruyant et, après le film, a taquiné ses amis d'avoir été les premières à crier. Quand le film s'est terminé, il était près de 23h30. Les gens se déversaient sur le parking, parlant les uns par-dessus les autres, l'air frais de la nuit embuant leur souffle. Daniel est resté quelques minutes pour dire au revoir, envoyant un texto à Emily pour lui dire qu'elle serait à la maison dans 20 minutes. Ses amis l'ont regardé se diriger vers sa voiture, une Honda Accord gris-argent de 2004, garée sous un lampadaire vacillant. Elle a déverrouillé, fait un signe de la main et s'est éloignée vers la sortie. Personne n'aurait pu imaginer que ce serait la dernière fois que quelqu'un la verrait vivante. Le trajet du cinéma à son appartement sur la Old Newport Highway ne durait qu'environ 12 minutes. Un chemin qu'elle avait emprunté des centaines de fois, traversant une portion de route tranquille, bordée de champs sombres, et, au loin, la silhouette des Smoky Mountains. À 23h42, elle a envoyé un court texto à sa mère. Je t'aime. À demain. Rien d'inhabituel, rien d'alarmant. Puis, à 00h07, le signal de son téléphone a cessé d'émettre. Pas éteint, pas à court de batterie. Simplement, plus rien. Le lendemain matin, ce fut Emily qui remarqua le silence en premier. Le lit de Daniel était intact, ses clés de voiture absentes, son sac de travail toujours accroché au crochet près de la porte. Elle n'était pas du genre à passer la nuit dehors sans prévenir. Au début, Emily a supposé qu'elle avait pu avoir un accident ou s'arrêter quelque part après le film. Mais lorsqu'elle ne s'est pas présentée au travail, l'inquiétude s'est transformée en panique. À 9h30, Emily a appelé la mère de Daniel, Valérie. Le téléphone de sa fille sonnait directement sur la messagerie vocale. Valérie s'est rendue à l'appartement, puis au parking du cinéma, au cas où la voiture de Daniel serait tombée en panne.
Rien. La Honda n'était pas là. Valérie a appelé les hôpitaux, les fourrières, le bureau du shérif du comté de Sévier, espérant une explication. Mais il n'y en avait aucune. À midi, la police a officiellement enregistré Daniel comme personne disparue. Au début, l'affaire ne semblait pas en être une. Une jeune femme, vue pour la dernière fois quittant un cinéma, n'était pas rentrée chez elle. Les premières heures de recherche, toujours les plus cruciales, ont commencé. Des agents ont refait son itinéraire, vérifiant les fossés, cherchant des traces de dérapage ou des signes d'accident. Mais dans cette région rurale du Tennessee, l'obscurité et le terrain ne facilitaient pas les choses. Ils n'ont trouvé aucun débris, aucune trace de pneu, rien qui n'indique qu'elle ait quitté la route. C'était comme si sa voiture s'était évaporée dans la nuit. Dès le lendemain, le comté de Sévier s'est transformé en une vaste zone de recherche. Adjoints, bénévoles et voisins se sont rassemblés devant le Mountain View Theater. Le dernier signal du téléphone de Daniel à 0007 l'a situé quelque part le long de la Old Newport Highway, à seulement 6 km du cinéma. Les enquêteurs ont arpenté ce tronçon de route encore et encore. C'était une deux voies solitaire, bordée d'arbres et de terrains vagues. Les chiens renifleurs ont suivi une légère piste près d'un embranchement, puis l'ont complètement perdu au bord d'un ruisseau. Un maître chien a déclaré aux journalistes: c'est comme si l'odeur s'arrêtait net. En quelques jours, les recherches se sont intensifiées. Des hélicoptères survolaient le lac Douglas, cherchant le reflet du métal sous l'eau. Des plongeurs ont sondé les étangs peu profonds, mais la visibilité était presque nulle. Une rumeur suggérait qu'une voiture était tombée dans un bassin de rétention derrière un vieil entrepôt. Les enquêteurs l'ont drainé pendant 2 jours. Le bassin a révélé de vieux pneus, de la ferraille, mais rien d'autre. Chaque nouvelle piste, chaque espoir s'évanouissait. Pendant ce temps, les amis et la famille imprimaient des avis de recherche. Une collègue de Daniel s'est souvenue qu'elle parlait parfois d'un raccourci qu'elle empruntait, une route secondaire étroite traversant une zone industrielle. Les agents ont également fouillé cette zone. Rien. Même sa carte bancaire, qu'elle utilisait quotidiennement, ne montrait aucune activité après le cinéma. Une semaine après sa disparition, le shérif a tenu une conférence de presse. Derrière les caméras, Valérie se tenait, le visage pâle, les mains tremblantes. Quand un journaliste lui a demandé si elle croyait que sa fille était encore en vie, elle n'a pas répondu. Elle a seulement dit: Daniel ne serait jamais parti sans me le dire. Les jours se sont transformés en semaines. Les avis de recherche se sont décolorés sous la pluie. L'intérêt des médias a diminué. Pour les enquêteurs, les pistes s'épuisaient. Un détective a admis plus tard: en octobre, nous n'avions plus rien de concret. Mais Valérie a refusé de laisser le silence s'installer. Chaque dimanche, elle parcourait elle-même la Old Newport Highway, s'arrêtant là où la route tournait, fixant les bois comme si elle pouvait en extraire la vérité. Certains soirs, des habitants la voyaient garée sur le bas-côté, phare éteint, scrutant l'obscurité. Au fil du temps, l'histoire de Daniel Craddock est devenue l'un de ces mystères locaux que l'on évoque à voix basse, celle de la fille qui a disparu après un film. 2 ans plus tard, en 2010, l'affaire était officiellement classée non résolue. Le dossier, contenant à peine 30 pages, prenait la poussière dans un tiroir. Les enquêteurs ont réexaminé les relevés téléphoniques de Daniel. La dernière tour de téléphonie cellulaire qui avait capté son signal couvrait une zone incluant plusieurs entrepôts et un terrain industriel vacant.
autrefois utilisé par une entreprise de remorquage. Ils y ont envoyé des chiens et des équipes avec des détecteurs de métaux. Ils n'ont rien trouvé et la recherche a été qualifiée de non productive. Pourtant, une chose que ses amis n'avaient pas jugée importante à l'époque a refait surface bien plus tard. Alors qu'ils se disaient au revoir ce soir-là devant le cinéma, l'une d'eux s'est souvenue avoir vu un homme adossé à un pick-up sombre au fond du parking. Il fumait, observant les gens partir. Il n'avait pas l'air menaçant, juste immobile, silencieux, comme s'il attendait quelqu'un. Personne n'a jamais su qui il était. Les années ont passé au même rythme, une piste, une vérification, une impasse. Valérie a commencé à organiser des veillées annuelles, toujours à la date anniversaire de la disparition de Daniel, toujours devant le même cinéma. Les rassemblements devenaient plus petits, mais elle s'en moquait. Il s'agissait de ne pas laisser le nom de sa fille s'effacer. Ce que personne ne savait alors, ni la police, ni sa famille, ni même les équipes de recherche qui avaient arpenté ces bois des dizaines de fois, c'est que la vérité sur ce qui était arrivé à Danielle Craddock se trouvait à seulement quelques kilomètres de l'endroit où elle avait disparu, cachée, en attente, et elle le resterait pendant les 11 années suivantes. Mais Valérie n'a jamais cru que sa fille était partie pour toujours. Elle disait que le temps n'effaçait pas la vérité, il ne faisait que l'enfouir. Et quelque part sous ce silence, la vérité attendait d'être découverte. Elle affirmait qu'ils avaient manqué quelque chose d'évident, qu'ils n'avaient pas fouillé assez de propriétés, que quelqu'un dans la communauté savait ce qui s'était passé et était protégé. Sa frustration éclata au grand jour. Les journaux locaux publièrent des citations qui la dépeignaient comme une femme acharnée. Certains voisins murmuraient que le chagrin l'avait rendue obsessionnelle. Elle s'en moquait. L'obsession, confia-t-elle plus tard à un journaliste, c'est juste de l'amour qui n'a nulle part où aller. En 2012, le monde était passé à autre chose. De nouvelles tragédies remplissaient les journaux du soir. Mais en ligne, Valérie refusait de laisser l'histoire de sa fille s'estomper. Elle créa une page mémoriale sur Facebook intitulée Retrouver Daniel, y postant des photos, des détails sur l'affaire et des appels à témoins. La page gagna discrètement en popularité, suivie par d'autres familles de personnes disparues qui comprenaient sa douleur. Chaque année, à l'anniversaire de sa disparition, Valérie publiait la même photo. Daniel a 23 ans, debout dans un champ, les cheveux balayés par le vent, souriant à la personne derrière l'objectif. La légende était toujours la même, toujours disparue, toujours aimée. Puis, en 2013, quelque chose d'étrange se produisit. Une lettre parvint au bureau du shérif du comté de Sévier, en provenance d'un établissement correctionnel de Knoxville. Elle était manuscrite par un détenu purgeant une peine pour cambriolage. Il affirmait avoir entendu un autre détenu, un homme nommé Jason Red Mathers, se vanter d'une fille qui avait disparu après une séance de cinéma. Selon la lettre, Mathers aurait dit qu'elle avait été enterrée avec sa voiture derrière une grange quelque part près de Sévierville. Le récit était brut, plein de lacunes et d'incohérences, mais il mentionnait une Honda argentée, de la même couleur et du même modèle que celle de Daniel. Les enquêteurs suivirent la piste, interrogeant Mathers en prison. Il nia tout, affirmant que ce n'étaient que des paroles en l'air. Il prétendit que le détenu qui avait écrit la lettre essayait d'échanger des informations contre une réduction de peine. L'histoire s'effondra rapidement, mais les enquêteurs ne pouvaient pas non plus l'écarter complètement. En retraçant les anciennes résidences de Mathers, une adresse se distingua.
une propriété rurale à seulement 10 kilomètres de l'endroit où le téléphone de Daniel avait émis son dernier signal. Le propriétaire actuel autorisa une fouille, et une fois de plus, la police passa la zone au peigne fin. Ils ne trouvèrent rien, ni voiture, ni preuve, ni trace de Daniel. Le dossier sur l'indice du détenu finit par faire 6 pages. Il se concluait par les mêmes mots que tous les rapports précédents. Aucune preuve crédible localisée. Après cela, les Craddock cessèrent complètement d'assister au briefing de la police. Valérie disait qu'elle préférait ne rien entendre plutôt qu'un autre « peut-être ». Son mari devint plus silencieux lui aussi, parlant rarement de l'affaire. Leur maison, autrefois pleine de visiteurs et de plats apportés par les voisins, devint calme. L'ancienne chambre de Daniel resta intacte. Le lit fait, les photos à leur place, une pile de billets de cinéma épinglés au-dessus de son bureau. Valérie ne pouvait se résoudre à les enlever. Le poids de l'incertitude peut vider une personne de sa substance d'une manière que le deuil ne pourrait jamais faire. Au moins, le deuil a une fin. Pour Valérie, chaque jour était une question sans réponse. À peu près à la même époque, un journal local publia une petite chronique intitulée « 5 ans déjà, la disparition de Daniel Craddock ». Elle citait les enquêteurs de la première heure, des hommes qui admettaient en privé que la voiture manquante était ce qui les hantait le plus. L'un d'eux déclara « On peut perdre un corps dans ces collines, on ne peut pas perdre une voiture, pas pour si longtemps. » Dans une petite ville comme Sévierville, les histoires ne meurent pas. Elles deviennent simplement plus silencieuses. Les gens parlaient encore de Daniel, principalement à voix basse, en commençant souvent par « Vous vous souvenez de cette fille ?» Mais pour Valérie, ce silence ressemblait à une trahison. À ses yeux, il n'avait pas seulement perdu sa fille, il l'avait laissée s'effacer. Alors, elle trouva sa propre façon de se battre. Elle imprima elle-même des prospectus, les envoya aux comtés environnants et maintint l'affaire de sa fille en vie en ligne. À ce moment-là, la page Retrouver Daniel avait rassemblé plus de 10 000 abonnés. Des inconnus de tout le pays commencèrent à envoyer des messages de soutien, de petites pistes et des prières. La plupart n'étaient pas utiles, mais chacun d'eux lui donnait la force de continuer. Et pourtant, au fond d'elle, même Valérie commençait à se demander si l'histoire de Daniel n'aurait jamais de fin. Peut-être que sa voiture était enterrée quelque part trop profondément, ou qu'elle avait été démontée et vendue en pièces détachées des années auparavant. Peut-être que quelqu'un quelque part connaissait la vérité, mais ne la dirait jamais. Pourtant, quelque chose, l'instinct, la foi, ou quelque chose au-delà des deux, l'empêchait d'arrêter. Elle dit un jour qu'elle pouvait sentir quand quelque chose n'était pas terminé, et que l'histoire de Daniel ne semblait pas finie, pas encore. Elle avait raison, car 6 ans plus tard, un simple employé de prêteur sur gage ouvrirait un petit sac en plastique, jetterait un coup d'œil aux clés de voiture usées à l'intérieur et déclencherait sans le savoir une chaîne d'événements qui arracherait la vérité à la terre et ramènerait l'affaire Daniel à la lumière. Chaque affaire sur cette chaîne n'est pas qu'une simple histoire. Ce sont des semaines à fouiller dans les archives, à vérifier les faits et à reconstituer des vies réelles qui ont été perdues. Chaque épisode demande près de 15 jours de recherche et de longues nuits à courir après la vérité. Nous faisons cela parce que ces histoires comptent et que quelqu'un, quelque part, mérite encore qu'on se souvienne de lui. Si vous voulez que nous continuions à découvrir la vérité derrière ces mystères, veuillez prendre une seconde
pour aimer cette vidéo, vous abonner et nous dire en commentaire quelle partie de l'affaire d'aujourd'hui vous a le plus marqué. Votre soutien nous est essentiel. Et si vous voulez voir d'autres affaires classées résolues, les liens vous attendent dans la description ci-dessous. Maintenant, revenons à l'affaire. C'était un jeudi matin tranquille de mai 2019 lorsque le passé refit surface dans le comté de Sévier. Le genre de matin qui ne semblait avoir rien de remarquable. Ciel couvert, temps doux, le genre de journée où les gens vaquent à leurs occupations sans y penser à deux fois. Mais à l'intérieur d'une petite boutique de prêt sur gage, près de la Dolly Parton Parkway, quelque chose allait se produire qui briserait 11 ans de silence. Le propriétaire, un homme nommé Carl Patterson, triait un bac de vieux appareils électroniques lorsqu'un client entra, un petit ballotin enveloppé dans un torchon sale à la main. L'homme avait l'air fatigué, un peu rustre, le genre de visage qu'on voyait souvent dans son métier. Il posa le paquet sur le comptoir et dit qu'il voulait mettre en gage de la ferraille. Quand Karl le déballa, il trouva une poignée de pièces métalliques diverses, quelques boulons, un morceau de carburateur cassé et un petit jeu de clés de voiture. À première vue, des clés ordinaires, ternies par la rouille et la crasse, attachées à un porte-clés de concessionnaire noir et usé. Mais quelque chose attira l'attention de Karl. Gribouillé au dos du porte-clés, presque effacé dans le plastique, il y avait les mots Honda D. Craddock. L'homme en face de lui ne semblait pas s'en soucier. Il était impatient, piétinant, insistant sur le fait que les clés ne valaient rien. Karl hocha la tête, dit qu'il ne pouvait pas prendre de clés sans preuve de propriété, mais quelque chose lui disait de ne pas les jeter. Quand l'homme partit, Karl posa les clés sur son comptoir et tapa le nom dans son ordinateur. Il fallut moins d'une minute pour que le vieux titre de journal apparaisse. Femme de Sévierville portée disparue depuis 2008. Karl se figea. Il regarda à nouveau le porte-clés, le cœur battant. Le nom correspondait, la marque correspondait. Il ne savait pas quoi faire ensuite, mais il savait qu'il ne pouvait pas ne rien faire. Plus tard dans l'après-midi, il appela le bureau du shérif du comté de Sévier et expliqua ce qu'il avait trouvé. L'opérateur au bout du fil marqua une pause quand il prononça le nom. En quelques heures, 2 enquêteurs arrivèrent à la boutique. Ils prirent les clés, les enregistrèrent comme preuve et scannèrent le code de série à peine visible estampé sur le métal. La correspondance fut presque instantanée. La clé appartenait à une Honda Accord 2004, immatriculée au nom de Daniel Marie Craddock, portée disparue 11 ans plus tôt. L'affaire, en sommeil depuis plus d'une décennie, reprit vie de façon spectaculaire. Les enquêteurs récupérèrent les images de surveillance de la boutique. Sur la vidéo granuleuse, l'homme qui avait apporté les clés était clairement visible. La quarantaine, mince, le visage buriné, portant une veste de camouflage délavée et une casquette de baseball déchirée. En quelques minutes, l'un des officiers le reconnut. Son nom était Keith Landon, un ferrailleur local avec une longue liste de délits mineurs. Vol, violation de propriété, dépôt sauvage. Il était connu pour fouiller les terrains abandonnés, ramassant de la ferraille pour la revendre. En moins d'une journée, les enquêteurs le localisèrent dans une caravane à la périphérie de Sevierville. Landon n'opposa aucune résistance. Il semblait confus par toute cette attention. Lorsqu'on lui demanda où il avait trouvé les clés, il affirma qu'elles provenaient d'une carcasse de voiture qu'il avait trouvée dans un champ près de Old Newport Highway, la même route où le téléphone de Daniel avait émis son dernier signal en 2008.
Il dit que la voiture était déjà dépouillée et à moitié enfouie sous des débris, et qu'il avait supposé qu'elle n'avait aucune valeur. Il avait juste pris quelques pièces avant de continuer son chemin. Les mots Old Newport Highway frappèrent les enquêteurs comme une onde de choc. C'était la même zone qui avait hanté l'enquête pendant des années, l'endroit où les chiens avaient perdu sa trace, où son téléphone s'était éteint. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas l'ignorer à nouveau. En 24 heures, ils obtinrent un mandat de perquisition pour l'emplacement décrit par Landon. Ce qu'ils y trouvèrent mettrait fin à 11 ans de questions, pour les remplacer par de nouvelles auxquelles personne n'était préparé. Le champ se trouvait derrière une rangée de hangars rouillés, le genre d'endroit qui semblait oublié de tous. Les mauvaises herbes grimpaient à travers les squelettes de vieilles machines, et une épaisse couche de lierre recouvrait ce qui avait été un chemin de gravier. Landon les conduisit à l'angle le plus éloigné, près d'un bosquet d'arbres où le sol s'affaissait légèrement, formant une dépression peu profonde. Il pointa du doigt et dit « C'est quelque part là-dessous ». Les officiers firent venir une petite pelleteuse pour commencer à déblayer. La première couche ne révéla que de la ferraille, quelques ailes de voiture, une vieille porte de réfrigérateur. Mais en fin d'après-midi, la lame heurta quelque chose de solide, un châssis à peine visible sous la terre. Quand ils le dégagèrent, ils virent la silhouette d'une carrosserie de voiture écrasée sous les débris. Le numéro de série avait été limé, chaque marque d'identification effacée, mais la couleur, ce gris argenté mat, correspondait à la description de la Honda de Daniel. Un silence de plomb s'abattit sur le terrain, tandis que les enquêteurs travaillaient méticuleusement autour de l'épave. Elle était si enchevêtrée dans les lianes et la rouille qu'ils durent soulever toute la structure pièce par pièce. L'air était lourd de poussière et d'huile de moteur, le genre d'odeur qui vous prend à la gorge. À l'intérieur de ce qui restait de l'habitacle, ils trouvèrent des lambeaux de tissu coincés entre les armatures des sièges, d'un bleu pâle effiloché, taché par la terre. Près de la console centrale, à moitié enfouie dans la saleté, se trouvait une unique boucle d'oreille en or. C'était une petite créole avec un fermoir manquant. Ils la collectèrent, la mirent sous scellé et l'envoyèrent au laboratoire du Bureau d'investigation du Tennessee à Knoxville pour analyse. En une semaine, les résultats tombèrent. L'ADN sur la boucle d'oreille correspondait aux échantillons prélevés sur l'ancienne brosse à cheveux de Daniel, une correspondance à 98,8%. La voiture était bien la sienne. La découverte s'abattit sur le comté de Sévier tel un ouragan. Les équipes de télévision revinrent, les gros titres refirent surface, et les gens qui n'avaient pas prononcé son nom depuis des années recommencèrent à en parler. Pour les Craddock, ce fut un mélange de dévastation et de soulagement, le genre qui vous coupe le souffle. Valérie avait passé 11 ans à imaginer toutes les possibilités, tous les scénarios. Maintenant, elle avait une réponse, mais pas celle pour laquelle elle avait prié. Les enquêteurs retournèrent sur le terrain les jours suivants pour fouiller plus en profondeur. La terre autour de la voiture montrait des signes d'avoir été remuée des années auparavant, compactée puis remblayée. Les analystes forensiques déterminèrent que le véhicule se trouvait probablement là depuis la fin de 2008. Quelqu'un l'avait intentionnellement caché sous de la ferraille et des détritus, sachant que cela se fondrait dans le décor.
Quand les enquêteurs interrogèrent à nouveau Landon, il jura qu'il n'avait aucune idée que cela était lié à une affaire de disparition. Il dit que la propriété n'était pas la sienne, qu'il fouillait souvent de vieux terrains industriels sans savoir à qui ils appartenaient. Il dit à la police qu'il se souvenait avoir vu un vieux panneau indiquant Sutter Storage and Salvage. Ce nom ne disait rien à la plupart des gens dans la pièce, mais un enquêteur, un vétéran, qui avait travaillé sur l'affaire en 2008, le reconnut immédiatement. Le terrain avait appartenu à un homme nommé Eric Sutter, un mécanicien qui avait géré une petite entreprise de remorquage avant sa fermeture en 2005. Il était décédé en 2014. Au moment de la disparition de Daniel, il effectuait des petits boulots à Sevierville, dont un au Mountain View Theatre, le même cinéma d'où Daniel avait disparu. La connexion était glaçante. Les enquêteurs ne pouvaient encore rien prouver, mais la coïncidence était impossible à ignorer. La voiture avait été cachée sur une propriété autrefois liée à un homme qui avait accès au parking du cinéma, qui aurait pu voir Daniel cette nuit-là, qui aurait pu connaître son chemin de retour. Les enquêteurs commencèrent à réexaminer les anciens dossiers, les dépositions des témoins, les registres du parking. Tout commençait à prendre un sens sinistre. L'histoire, qui avait été une affaire classée ensevelie sous la poussière, était soudainement ravivée, complexe, fragile et lourde de conséquences. Pour Valérie, la découverte apporta une étrange forme de quiétude. Elle dit qu'elle pouvait enfin arrêter de scruter les routes la nuit, enfin arrêter de rejouer en boucle le dernier texto de sa fille. Mais tourner la page est un concept qui signifie rarement ce que l'on croit. Trouver la voiture ne mettait pas fin aux questions. Cela ne faisait qu'ouvrir une porte qui était verrouillée depuis plus d'une décennie. Car maintenant, la police savait où Daniel avait fini. Mais la question qui les hantait depuis le début restait la même. Qui l'y avait mise et pourquoi? Et quelque part, enfouie dans cette réponse, se trouvait la vérité finale qui attendait sous la rouille et la terre depuis 11 longues années. L'équipe scientifique passa des jours à passer au peigne fin le champ où la voiture de Daniel avait été retrouvée, démontant couche après couche les débris qui s'étaient accumulés dessus comme une tombe. Chaque centimètre du site fut mesuré, photographié et tamisé. Une fois la reconstitution terminée, l'histoire devint douloureusement claire. Sa voiture n'avait pas atterri là par accident. Elle avait été délibérément poussée dans un ravin peu profond derrière un vieil entrepôt et enterrée sous de la ferraille, des pièces de moteur et des poutres rouillées, avant que le terrain ne soit vendu des années plus tard. Quiconque avait fait cela savait que la propriété changerait éventuellement de main et que d'ici là, ce qu'ils avaient caché serait oublié depuis longtemps. Les détails à l'intérieur de la voiture peignaient un tableau sinistre. La portière côté conducteur avait été forcée, probablement avec un pied de biche ou un outil similaire. Le siège était avancé, l'intérieur dépouillé. Mais l'équipe scientifique trouva tout de même des traces de l'ADN de Daniel sur la poignée de porte et des fibres de tissu qui ne lui appartenaient pas, sombres, rêches et profondément incrustées dans la doublure. La terre sous la voiture fut testée positive au liquide de transmission, ce qui signifiait qu'il s'était écoulé du véhicule des années auparavant. Cela confirmait ce que les enquêteurs soupçonnaient déjà. La voiture était là depuis la fin de 2008, quelques semaines seulement après la disparition de Daniel. La découverte relança complètement l'enquête.
Les enquêteurs commencèrent à réinterroger toutes les personnes liées à la chaîne de possession de la voiture, en commençant par Keith Landon, le ferrailleur qui avait sans le savoir rouvert l'affaire en mettant les clés en gage. Il leur avait déjà dit qu'il avait trouvé les clés dans le champ abandonné, mais maintenant qu'ils avaient la preuve de la dissimulation délibérée du véhicule, ils voulaient savoir qui lui avait vendu la ferraille à l'origine. Au début, Landon s'en tint à son histoire, qu'il avait trouvé les pièces qui traînaient, que personne d'autre n'était impliqué. Mais sous le poids des preuves et après plusieurs heures d'interrogatoire, son ton changea. Il admit finalement qu'il avait acheté des voitures à la casse à un homme des années auparavant, quelqu'un qu'il appelait le vieux ferrailleur. Il ne se souvenait pas du nom au début, mais après qu'on lui ait montré de vieux registres commerciaux du Sevier County Salvage Registry, il le reconnut immédiatement, Eric Sutter. Le nom frappa comme un coup de poing à l'estomac. Les enquêteurs fouillèrent dans les archives des registres fonciers et confirmèrent que Sutter avait autrefois loué le terrain, même où la Honda avait été découverte. Il y dirigeait une petite entreprise de remorquage et de ferraille jusqu'à ce que sa licence soit révoquée en 2005. Après cela, il s'était fait discret. Pas de nouvelles déclarations d'entreprise, pas de registres fiscaux, pas d'emplois déclarés pendant des années. Cela changea en 2008 lorsqu'il refit surface en travaillant à temps partiel à l'entretien d'un lieu familier, le Mountain View Theatre, l'endroit même où Daniel avait été vu pour la dernière fois. Cette connexion transforma l'enquête de coïncidence en quelque chose de bien plus sinistre. Les enquêteurs commencèrent à reconstituer la chronologie de la vie de Sutter, retraçant ses mouvements de 2008 jusqu'à sa mort en 2014. Ils apprirent qu'il avait vécu juste à l'extérieur de Sevierville, dans une propriété rurale adossée à des bois denses, et qu'il était connu pour collectionner de la ferraille et des carcasses de voitures dans sa cour. D'anciens voisins le décrivaient comme calme mais étrange. Il vivait seul après le départ de sa femme en 2006, bien que personne en ville ne semblait savoir pourquoi. Lorsque les enquêteurs commencèrent à creuser son passé, ils trouvèrent des plaintes qui étaient passées inaperçues pendant des années. Début 2008, 3 employés du cinéma avaient signalé Sutter pour des commentaires inappropriés et pour les avoir suivis jusqu'à leur voiture après la fermeture. Le directeur du cinéma de l'époque lui avait donné un avertissement et réduit ses heures de travail, mais il n'avait jamais été renvoyé. Quelques mois plus tard, Daniel commença à fréquenter ce cinéma avec des amis le week-end. Les enquêteurs contactèrent les femmes qui avaient déposé les plaintes initiales. L'une d'elles, une employée de la confiserie nommée Megan, se souvenait encore de cette nuit-là. Elle dit qu'elle avait vu Sutter traîner sur le parking arrière à la fin de la dernière séance, fumant près de la benne à ordures. Lorsque les affiches de personnes disparues apparurent quelques jours plus tard, elle dit à ses collègues qu'elle reconnaissait le nom mais supposa que c'était une coïncidence. Personne n'avait jamais donné suite. Maintenant, des années plus tard, cet oubli portait un poids insupportable. Avec un suspect décédé, les enquêteurs devaient se fier à ce qui restait. Un mandat fut obtenu pour l'ancienne propriété de Sutter, qui était vacante depuis sa mort. La maison avait disparu, condamnée et démolie des années auparavant. Mais les dépendances étaient toujours là, 2 remises, toutes 2 cadenassées et envahies par la végétation. Quand ils forcèrent les serrures, ce qu'ils trouvèrent
était moins une maison qu'un musée de la décomposition. Dans la première remise se trouvaient des piles d'outils rouillés, de machines cassées et des bacs remplis de bric-à-brac, clés, briquets, lunettes de soleil, portefeuilles. La deuxième remise, cependant, était différente. Elle était plus petite, plus sombre, et organisée d'une manière qui mettait tout le monde mal à l'aise. Sur une étagère en bois branlante se trouvait une boîte poussiéreuse marquée personnel. À l'intérieur se trouvaient des objets qui n'auraient pas dû être là. Des affaires de femmes. Il y avait plusieurs portefeuilles, de vieux permis de conduire, quelques bijoux emmêlés, des talons de billets de cinéma et des reçus datés entre 2006 et 2008. Parmi eux se trouvait un talon de billet pour The Strangers, le film exact que Daniel était allé voir le soir de sa disparition. Plié soigneusement à côté, se trouvait une petite boucle d'oreille créole en or, identique à celle retrouvée dans sa voiture. Les techniciens scientifiques enregistrèrent et mirent tout sous scellé. Certains des objets appartenaient à des femmes encore en vie, qui confirmèrent avoir perdu leurs affaires pendant leur service au cinéma des années plus tôt. D'autres ne purent être retracés, mais il n'y avait aucun doute sur la boucle d'oreille et le talon de billet. C'étaient ceux de Daniel. Les preuves étaient circonstancielles, mais d'une cohérence glaçante. Un homme avec un passé de harcèlement et un accès au parking du cinéma, une femme vue pour la dernière fois à cet endroit, un véhicule retrouvé enterré sur une propriété qu'il contrôlait autrefois, et à l'intérieur de sa remise, des effets personnels le reliant directement à sa dernière nuit. Les enquêteurs reconstituèrent ce qui s'était probablement passé, bien que personne ne pourrait jamais le prouver au-delà de la théorie. Sutter travaillait à l'entretien le soir où Daniel et ses amis avaient vu le film. Il l'avait peut-être remarqué dans la foule, l'avait suivi jusqu'à sa voiture et avait attendu qu'elle soit seule. Ce qui s'est passé ensuite a pu être une confrontation qui a dégénéré, un instant de colère ou de panique. Les dommages sur la portière de sa voiture suggéraient qu'elle avait tenté de se débattre ou de fuir avant d'être maîtrisée. Sa voiture a ensuite été remorquée ou poussée jusqu'à sa casse automobile à la faveur de la nuit, dissimulée au vu et au su de tous parmi des dizaines d'autres véhicules. Lorsque l'entreprise a fermé, le terrain est resté à l'abandon, le secret enseveli sous le temps et la rouille. Nul ne peut dire avec certitude si Sutter a agi seul ou si d'autres l'ont aidé à se débarrasser de la voiture. Le temps que les enquêteurs reconstituent le puzzle, il était mort depuis 5 ans, retrouvé dans sa caravane après une crise cardiaque présumée à l'âge de 61 ans. Avec lui, s'était éteint l'unique témoignage direct de ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Lorsque la police a présenté ses conclusions à Valérie, elle est restée assise en silence un long moment. 11 années de cauchemars et de spéculations, désormais condensées en un seul nom, celui d'un homme dont elle n'avait jamais entendu parler, un homme qui n'affronterait jamais la justice. Elle a confié plus tard aux journalistes que le plus difficile n'était pas de savoir qui l'avait fait, mais de savoir qu'il avait vécu et était mort en homme libre, tandis qu'elle continuait de chercher un fantôme. Les équipes de la police scientifique allaient analyser chaque centimètre des preuves retrouvées, confirmant une fois pour toutes que la voiture de Daniel avait été délibérément enfouie et non abandonnée. L'affaire fut officiellement classée sous la qualification d'homicide par un suspect identifié mais décédé. Mais pour le comté de Sévier, la vérité n'avait pas le goût d'un dénouement. C'était plutôt la révélation de la façon dont quelque chose d'aussi sinistre avait pu se cacher au grand jour pendant plus d'une décennie.
Des gens passaient chaque jour sur ce même tronçon d'autoroute, sans jamais se douter de ce qui gisait sous la terre et les mauvaises herbes, à quelques mètres de là. L'histoire de la disparition de Daniel Craddick est devenue une leçon silencieuse sur la persévérance, sur la façon dont le temps, aussi long soit-il, ne peut effacer les traces de ce qui a été fait. Et alors que l'enquête touchait à sa fin, un détail obsédant subsistait. Lorsque les inspecteurs ont catalogué le contenu de cette remise, parmi les talons de tickets de cinéma et les bijoux brisés, ils ont trouvé une petite photo glissée au fond de la boîte. C'était un Polaroid du parking du cinéma ALM Mountain View, pris de nuit, bien avant que les téléphones portables ne puissent capturer de telles images avec netteté. Au loin, sous un unique lampadaire vacillant, se trouvait une Honda Accord argentée. La photo n'était pas datée, mais tous ceux qui l'ont vue ont convenu qu'elle avait été prise l'année même de la disparition de Daniel. C'était le genre de découverte qui ne clôt pas une affaire, mais la fige dans le temps, rappelant à jamais aux habitants du comté de Sévier que certaines vérités, même révélées, laissent derrière elles l'écho creux de tout ce qui ne sera jamais su. Lorsque le rapport final du bureau d'enquête du Tennessee est revenu, il était bref, presque clinique. La cause du décès était répertoriée comme homicide par des moyens inconnus. Aucune mention du comment, aucune chronologie prouvable et plus personne à accuser. Après 11 ans de recherche, de supplication et d'attente, cette simple ligne sur un morceau de papier marquait la fin officielle de l'enquête sur la disparition de Daniel Craddick. Pour le bureau du shérif, elle fermait un dossier. Pour sa mère, Valérie, elle refermait une blessure qui ne guérirait jamais complètement. La nouvelle n'a pas été un choc, plus maintenant. Lorsque les inspecteurs se sont assis avec Valérie pour lui expliquer que l'homme jugé responsable était mort depuis des années, elle n'a pas pleuré. Elle s'est contentée d'hocher lentement la tête, comme si au fond d'elle, elle avait toujours su que la vérité arriverait trop tard pour que justice soit faite. Ils lui ont parlé des preuves, de la boîte trouvée dans la remise, de la boucle d'oreille qui correspondait à celle trouvée dans la voiture de Daniel. C'était indéniable. Il n'y avait plus de doute sur ce qui s'était passé, seulement le poids insupportable de ce qui ne pouvait être défait. La déclaration officielle a été diffusée discrètement. Les journaux locaux ont publié de brèves mises à jour, recyclant pour la plupart les anciens titres. L'affaire de la femme disparue de Séviéville résolue après 11 ans. Pour le lecteur distrait, cela pouvait ressembler à une résolution. Mais pour ceux qui avaient vécu l'affaire de l'intérieur, il n'y avait ni célébration, ni soulagement, juste le silence. Valérie s'est rendue chez le prêteur sur gage une semaine plus tard. Elle voulait remercier l'homme qui avait involontairement tout déclenché. Carl Peterson avait raconté son histoire si souvent à ce moment-là qu'elle lui paraissait à peine réelle. Comment une simple étiquette portant un nom à l'encre passée avait fait éclater une affaire dont même la police avait cessé de parler. Il disait ne pas pouvoir expliquer ce qui l'avait poussé à chercher ce nom ce jour-là. Peut-être l'habitude, peut-être la curiosité. Mais Valérie lui a dit que cela n'avait pas d'importance, car il avait fait quelque chose que personne d'autre n'avait réussi à faire en plus d'une décennie. Il avait rendu son nom à sa fille. Pour les inspecteurs, cette découverte est devenue l'un de ces rares rappels que les preuves ont leur propre patience. Les voitures rouillent, les témoins meurent, les souvenirs s'estompent, mais la vérité, même enfouie sous des années de négligence, a une façon d'attendre.
Ils ont dit plus tard que le plus étrange n'était pas de trouver la voiture, mais de réaliser à quel point elle avait toujours été proche, à seulement 6 kilomètres du dernier signal du téléphone de Daniel, juste hors de portée des premières équipes de recherche en 2008. Si proche que si quelqu'un avait marché 100 mètres de plus dans ce terrain, il aurait peut-être aperçu le coin de son pare-choc à travers les broussailles. L'histoire s'est répandue discrètement dans le comté de Sévier. Les gens qui y vivaient depuis assez longtemps se souvenaient des groupes de recherche, des avis de recherche collés aux portes des stations-service, de la mer qui n'abandonnait jamais. Pendant quelques semaines, la photo de Daniel a refait surface en ligne, accompagnée de mots comme enfin retrouvé et affaire classée. Mais pour les plus proches, ces mots sonnaient faux. L'affaire n'était pas classée, elle était simplement terminée. Valérie a organisé un petit service commémoratif cet automne-là. Pas des funérailles, ce mot ne convenait pas non plus, mais un rassemblement pour les amis, la famille et les anciens voisins qui avaient aidé aux recherches toutes ces années auparavant. Il s'est tenu derrière l'église où Daniel chantait dans la chorale à l'adolescence. Une photo encadrée était posée près de l'autel, la même que sur les avis de recherche. En dessous, une bougie vacillait. Valérie a parlé doucement, remerciant tout le monde de n'avoir jamais oublié le visage de sa fille, même quand le temps tentait de l'effacer. Puis elle a dit quelque chose qui a marqué tous les présents. Elle a dit « Quand le monde oublie quelqu'un, cette personne disparaît une seconde fois. Je ne pouvais pas laisser cela lui arriver. » Ces mots ont fini par être cités dans la couverture locale de l'affaire, mais ils ne capturaient pas entièrement ce qu'elle voulait dire. Valérie avait passé 11 ans à chercher, pas seulement sa fille, mais la preuve qu'elle ne s'était pas volatilisée dans le néant, que la vie de Daniel avait laissé une empreinte sur le monde. Et d'une manière étrange et tragique, c'était le cas. Une empreinte cachée sous le métal, scellée dans une voiture qui était devenue partie intégrante de la Terre et qui avait attendu là, intacte, silencieuse, jusqu'à ce que quelqu'un tombe dessus par hasard. Pour les officiers qui avaient travaillé sur l'affaire, ce fut un moment de réflexion. Ils ont réexaminé les anciens dossiers, les cartes et les photographies, voyant à quel point l'erreur humaine et le mauvais concours de circonstances peuvent tout changer. Le bleu qui a oublié de vérifier un registre de propriété, l'orage qui a écourté une recherche au sol, les hypothèses qui ont trop tôt restreint le champ des investigations. La réalité des affaires non résolues n'est pas un manque d'attention, c'est la lente décomposition de l'élan. Le temps gagne quand les gens cessent de chercher. Mais dans ce cas précis, c'est le refus de Valérie d'arrêter qui a gardé la porte ouverte assez longtemps pour que la chance puisse intervenir. Des années plus tard, dans des interviews, l'inspecteur principal a dit quelque chose de à la fois obsédant et honnête. Ce n'est pas nous qui l'avons résolu, c'est le temps, et le temps a d'abord réclamé son dû. Les séquelles de l'enquête ont marqué tout le monde. Certains des employés du cinéma de 2008 vivaient encore à Séviéville. Quelques-uns se sont manifestés après la découverte, luttant avec la culpabilité du recul, se souvenant de la façon dont cet homme, Eric Sutter, avait traîné près du parking, du sentiment de malaise qu'ils avaient alors ignoré. L'une d'entre elles a admis qu'elle se garait toujours sous un lampadaire chaque fois qu'elle allait au cinéma. « C'est étrange, a-t-elle dit. On ne réalise pas à quel point le danger peut se cacher dans des endroits normaux jusqu'à ce que quelqu'un y disparaisse. »
L'affaire a également changé la façon dont le département gérait désormais les enquêtes sur les personnes disparues. Ils ont commencé à tenir des bases de données détaillées sur les propriétés, vérifiant systématiquement les terrains abandonnés et les casses lors des recherches actives. Le nom de Daniel était mentionné à chaque session de formation des nouvelles recrues, non pas comme une mise en garde, mais comme un rappel que parfois la réponse n'est pas loin. Elle est simplement enfouie sous des choses que personne n'a pensé à déplacer. Dans les années qui ont suivi, le cinéma Mountain View a finalement fermé. Le bâtiment est toujours là, barricadé et usé par les intempéries. Les habitants disent que l'endroit est plus froid aujourd'hui, sans que personne ne puisse expliquer pourquoi. Quelques personnes déposent des fleurs près du parking arrière chaque septembre, marquant la date de sa disparition. Personne ne l'organise. Les gens viennent, tout simplement. Valérie vit toujours dans la même maison. L'ancienne chambre de sa fille n'a pas beaucoup changé, les murs peints en jaune pâle, le lit soigneusement fait. Sur sa commode, la boucle d'oreille retrouvée repose dans une petite boîte en verre à côté de la bougie du mémorial. Elle ne l'allume plus souvent, mais quand elle le fait, elle dit que la pièce semble moins vide. Elle reste en contact avec les inspecteurs qui sont restés le plus longtemps sur son affaire, leur envoyant chaque année des cartes de Noël avec un mot manuscrit disant « Merci de m'avoir écouté ». Ce qui ressort le plus de l'histoire de Daniel n'est pas l'horreur de ce qui s'est passé, mais la façon dont elle a perduré, comment une seule décision, un seul acte de violence s'est propagé comme une onde à travers toute une communauté pendant plus d'une décennie, et comment quelque chose d'aussi ordinaire qu'un reçu de prêteur sur gage a pu tout déterrer. Pour la plupart des gens, la vie a continué. Les gros titres se sont estompés. Le terrain où sa voiture a été retrouvée a finalement été déblayé, réutilisé pour du stockage. Mais ceux qui se souviennent de l'affaire ne peuvent pas passer devant ce tronçon d'autoroute sans penser à ce qui gisait en dessous pendant toutes ces années. La voiture, le silence, l'attente. En fin de compte, l'affaire de Daniel est devenue une histoire sur ce qui reste quand tout le reste a disparu. Les preuves ont survécu à l'homme qui les a dissimulées. La détermination d'une mère a survécu au système qui lui a fait défaut. Et quelque part entre les deux, une vérité a survécu assez longtemps pour être trouvée. Parfois, les morts ne parlent pas avec des mots. Ils parlent à travers ce qu'ils laissent derrière eux. Un jeu de clés, un nom gravé sur une étiquette, une seule boucle d'oreille enfouie dans le noir. Et quand ces choses refont surface, même après des années de silence, elles nous rappellent que le temps n'efface pas ce qui est réel. Il ne fait que l'ensevelir jusqu'à ce que quelqu'un, un jour, décide de regarder à nouveau.